Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, c'est l'émission qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et dans ce nouveau podcast, on va discuter de jeux vidéo, mais on va essayer de prendre un petit peu un angle différent, de prendre de nouvelles idées, de nouveaux points de vue. Et parfois ce sera rigolo, parfois ce sera intéressant, parfois ce sera complètement n'importe quoi, mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, vous serez accompagné d'un invité pour le ride. Et cette fois-ci, l'invité, c'est Émilie. Salut Émilie. Salut Mythe. Alors Émilie, est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu veux qu'on entre dans le vif de l'action tout de suite? Oui, bah alors je m'appelle donc Émilie, je suis amatrice de divers jeux d'aventure, jeux de narration, jeux de gestion, jeux de puzzle. Voilà, j'ai des licences chouchoutes, par exemple Fallout, Bioshock, Portal. Là, je découvre Metal Gear Solid et bien sûr Resident Evil. Alors, pourquoi est-ce que tu dis bien sûr Resident Evil? Alors, j'ai été avertie qu'aujourd'hui le thème allait être Resident Evil, mais peut-être que je me fourvoie, je ne sais pas du tout, je ne sais pas où je m'aventure, absolument pas où je vais, je ne sais pas. Ah, t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Donc effectivement, Resident Evil, la célèbre série de Capcom de jeux d'horreur qui a commencé en 1996 sur PlayStation et qui est encore active aujourd'hui puisqu'il y a quelques semaines, quelques mois de ça, est sorti Resident Evil 8 Village. Et du coup, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur la série et de voir comment elle avait évolué, qu'est-ce qui lui était arrivé ou pas, qu'est-ce qui était resté dans les épisodes 7 et 8 ou pas, et de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce jeu. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de quel genre de jeu c'est exactement Resident Evil et qu'est-ce qui se passe dans un Resident Evil? Alors Resident Evil, bon c'est alors je le prononce peut-être avec l'accent, français, ou je vais peut-être avoir la familiarité de l'appeler parfois RE, bon si c'est OK. C'est aucun problème, c'est parfait. C'est OK, bon parfait. Resident Evil donc bon, je vais l'expliquer avec mes mots à moi, c'est pour moi, un jeu d'aventure, de zombies. C'est on va dire le gros thème, il me semble que c'est la licence la plus connue, hein, de jeux de zombies. Et donc voilà, c'est une vieille licence. Pour moi, c'est une licence qui est vraiment, chère, parce qu'elle est, heu, elle remonte vraiment à ma jeune adolescence. Heu, on a quand même différents types d'épisodes, qui évoluent effectivement, et voilà, ça peut passer plus du shooter au jeu d'énigmes aussi. C'est voilà, toute une variation heu, de ce genre de thème. Alors c'est vrai que le jeu est passé par plusieurs itérations, enfin, la saga, pas le jeu. Mmh. La saga est passée par plusieurs jeux qui ont plusieurs itérations de la formule, mais il y a quand même un point commun, et je vais faire très attention aux mots que je prononce ici, c'est que dans la plupart des épisodes, le jeu cherche à faire peur à la personne qui joue. Je pense que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que, la peur dans le jeu vidéo, c'est un genre qui va et qui vient. Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup de jeux, qui faisaient peur, des périodes où il y en a eu moins, et ça a toujours essayé de jouer sur, différents leviers. Resident Evil, ça joue, sur un levier qui est toujours un petit peu le même et qui, pour moi, est le plus efficace. C'est, de faire peur, en faisant redouter ce qui est à venir et pas forcément en sautant, au visage du joueur avec, ce qu'on appelle, des jump scares puisque, Mmh. c'est plus, l'accumulation de l'angoisse et la tension de savoir qu'il y a quelque chose qui arrive qui fait peur. Je sais pas ce que tu en penses?
Ouais, tout à fait. Là, j'ai divers flashs, notamment du 1, hein, avec les plans où on aperçoit l'ombre du zombie qui est dans le couloir, dans le coin du couloir, et on se dit, bon, voilà, c'est littéralement around the corner, quoi. On sait pas, voilà, on sait on va pas y échapper, et pour autant, il y a, comme tu dis, pas de jump scare. Alors, euh, à proprement parler. Il y en a quand même certains dans les Resident Evil, hein, des jumpscares. Je pense notamment aux chiens. Bon, mais ouais, c'est vrai que c'est pas, ça ne repose pas que sur ça, quoi. Ouais, c'est pas C'est- au cœur de la formule. non. Et la question qui se pose forcément du coup, c'est pourquoi est-ce que ça fait peur? Ces angles de vue, ces choix de mise en scène, le fait d'entendre gémir le zombie au loin alors que on n'a rien dans notre champ de vision. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur dans cette situation-là? Tu me poses la question, Mitlami. Donc, je vais y répondre, et je dirais que, alors, il y a plusieurs choses là qui me viennent en tête. Il y a notamment bon, l'ambiance aussi. On va dire qu'on est vraiment. Alors, donc, par exemple, là, je me visualise dans ce couloir là et je vois le zombie, je l'entends gémir. Je me dis, bon, déjà, je vais checker mon inventaire. Et bon, en fonction des Resident Evil, on est plus ou moins pourvu en munitions, en armes, en fonction de là où on en est aussi dans le niveau. Donc, il s'agit de savoir, est-ce qu'on va l'affronter ou est-ce qu'on va devoir ruser un petit peu et le contourner. Et rien que ça, voilà, on ne peut pas anticiper en fait la manière dont va réagir le zombie. On ne sait pas, voilà, comment il va nous surprendre. Euh, Évidemment, comme je disais, il y a l'ambiance aussi, tant sonore que visuelle, qui est quand même en général, pour la plupart, parce que c'est compliqué de généraliser avec cette licence, mais une ambiance qui est quand même bien léchée, quoi, en termes de glauque, de sinistre. Euh, donc je dirais que c'est ça, c'est comment on va gérer cette situation. Moi, c'est vraiment ce qui me fait peur. Je pense aussi, et pareil, c'est pas égal pour tous les RE, mais le fait d'être seul ou pas, d'avoir un collègue avec nous, ou d'être vraiment en situation seule, voilà, par exemple dans le 1 ou dans le 4 avec Léon qui est tout seul. Je trouve que ça joue énormément. Enfin, en tout cas, pour ma part, le fait de jouer l'aventure avec un seul personnage qui n'est pas accompagné d'un partenaire, voilà, je parle dans le jeu, hein. Bon, et dans la réalité aussi, à vrai dire, voilà, de jouer avec quelqu'un, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait, hein. Je l'ai Oui, oui, la beaucoup lumière fait. allumée, la Ouais, lumière allumée, toute la famille ah, autour. voilà, il y a des conditions de jeu, évidemment, mais bon, ça, c'est libre, et j'avoue que j'admets même que j'ai quasiment joué, part au 7, j'ai joué au 7, j'ai pas joué au 8 encore, mais j'ai quasiment joué toujours à deux, voilà, avec mon compagnon, voilà. Ah, En ça, passant la manette, voilà. Quand il y a des petites situations de crise ou des boss, j'admets les boss, c'est pas du tout ma partie préférée. Et c'est pas la plus d'accord. effrayante, à mon sens. C'est vrai, sauf si on est vraiment perturbé par l'horreur corporelle, mais en général, Mm. c'est au dégoût de chacun. Et il y a un autre point commun qui est presque un marronnier du Resident Evil, c'est que vers les 60-75% de l'avancement dans le jeu, il se passe quelque chose. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que c'est un endroit? Oui, Oui. Est-ce que ça commence par un L? complètement. Est-ce que ça rime avec suppositoire? Exactement. C'est le laboratoire. C'est ça. Dans les Resident Evil, euh, vers les 2 tiers, 3 quarts du jeu, on se retrouve dans un laboratoire qui est en général un laboratoire high-tech, où se passe la conspiration des méchants pour développer ici une maladie, là un parasite, là Mm. une espèce de truc à mi-chemin entre la science et la magie noire. Et c'est à ce moment-là que s'opère aussi, la plupart du temps, un changement de ton dans le jeu où on passe de cette ambiance pesante, oppressante et même de cet ensemble visuel qui rappelle les films d'horreur les plus classiques à quelque chose de beaucoup plus proche de ce qui se passe finalement toute proportion gardée avec tout le respect que je dois à la série de jeux vidéo, à ce qui se passe plus dans les films Resident Evil, Mm. où là ça commence à être la grosse bagarre. Il est plus question d'avoir si peur que ça, il est plus question de mettre un terme aux agissements des méchants, et pour ça, il faut prendre son courage à 2 mains, prendre son fusil à pompe ou son lance-grenade avec les 2 autres mains, et puis sa paire de gonades avec la 3e paire de mains, et puis on y va. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce basculement? Pourquoi tout à coup, le jeu
se passe dans un labo, arrête de faire peur et devient beaucoup plus un jeu d'action qu'un jeu d'énigmes ou un jeu d'horreur. Et pour moi, c'est à l'origine dans la manière que le jeu choisit pour faire peur à la personne qui joue. Parce que comme tu l'as dit, il y a ce côté anticipation, stratégie, et tout ça, c'est Mmh. ancré dans un des mécanismes de la peur les plus palpables et qui est beaucoup plus efficace dans le jeu vidéo que dans le cinéma, à mon avis, parce que dans le jeu vidéo, on se projette dans son avatar virtuel, c'est Mmh. la vulnérabilité. Quand on commence à Resident Evil, selon les personnages qu'on choisit en plus, on peut se retrouver avec littéralement un couteau face à une armée de zombies, de chiens zombies, d'animaux géants, et de se retrouver donc dans des situations vraiment critiques en n'étant pas du tout apte à se défendre. Et pour moi, c'est cette vulnérabilité qui est à l'origine du mécanisme de peur. Savoir qu'il y a Mmh. l'ombre d'un zombie qui est projetée derrière un coin, si on a une grosse sulfateuse et qu'on est en train de jouer à Doom, ça fait pas peur. C'est même plutôt le contraire. On est content. On se dit, ah, bah, je vais pouvoir C'est faire vrai. tourner ma sulfateuse pour refaire sa tête au vilain zombie. Alors que dans Resident Evil, tant qu'on est dans un manoir extravagant, dans un musée reconverti en commissariat, dans la reproduction d'un manoir extravagant perdu au milieu de l'Antarctique, et ainsi de suite, on a peur. Ouais, on a peur et puis on comme tu dis, on vérifie aussi l'inventaire parce que certains épisodes sont quand même un peu plus chiches en munitions en fonction de comment on joue, bon et on peut vite se retrouver, comme tu dis, démuni et avec son couteau, quoi. Et là, c'est les problèmes qui commencent. Et le truc, c'est qu'il se passe deux choses dans le jeu qui font que cette vulnérabilité, petit à petit, elle s'estompe. La première chose évidente, c'est qu'au fur et à mesure qu'on joue, notre avatar virtuel va récupérer de plus en plus d'équipements, de plus en plus de munitions, de plus en plus d'espace de stockage pour ne plus avoir besoin de se poser la question de si c'est judicieux de ramasser ces munitions-là et qu'on n'aura plus de place pour les rubans encreurs pour sauvegarder, et ainsi de suite. Et dans certains jeux même, augmente la taille de la barre de vie, ce qui fait qu'on n'a même plus à se préoccuper de se soigner. Donc on a notre avatar qui devient une espèce de héros de film d'action, sous stéroïdes, survitaminé. Et le deuxième phénomène qui se passe, c'est qu'en en tant que joueuse, en tant que joueur, on prend l'habitude du jeu, on a le jeu qui est bien en main. Si on joue plusieurs fois, ben, on a l'habitude des, heu, des chemins à prendre, de où se trouvent les objets, et donc notre expertise dans le jeu fait qu'on se sent aussi plus, en sécurité vis-à-vis de ce qui peut arriver à l'intérieur du jeu, parce qu'on sait que nous, avec notre manette, on va réussir à faire la combinaison de touches et de directions qui va permettre de surmonter la situation. On sait qu'on va y arriver. Ouais, tout à fait et c'est vrai que je pense au là, j'ai tout de suite visualisé les coffres qui sont pour moi un petit peu ou les salles, des salles de save qui sont vraiment des havres de paix, où on se dit: «Bon alors attends, j'ai stocké, des grenades incendiaires, bon on va passer par là, à mon avis, il va y avoir, du monde, donc on va devoir, voilà, on va devoir, gérer un peu ces petits trajets, quoi». C'est vraiment de l'acrobranche, j'allais dire, d'une salle à une autre, c'est vraiment ça. Enfin, je trouve aussi ça tend beaucoup sur ça, quoi et vraiment il y a je trouve enfin, j'ai déjà poussé des gros soupirs de soulagement en arrivant dans la salle du coffre, ou de voilà, la machine à taper. C'est ce genre de moment où on souffle. Et alors, comment tu t'es senti dans Resident Evil 2 Remake quand Mister X déboule dans la salle de sauvegarde? Mal, c'est très mal, c'est là voilà, là c'est enfin, bon, je pense que c'est pas propre qu'à Resident Evil, mais c'est ça aussi qui me plaît, dans ces jeux, c'est ce côté, en fait, on vous surprend, quoi. Enfin, j'ai pas joué au Resi je pense encore au 1, je le cite beaucoup parce que je crois que c'est clairement mon favori. Enfin, il fait partie de mes préférés, mais quand on a joué au Resident Evil, original, bon, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des extraits, je l'ai vu, j'étais assez jeune. Je me souvenais de passages où voilà, les chiens tentaient d'entrer dans le manoir, où les chiens sortaient par... Il y a beaucoup de chiens, c'est très surprenant. Quand même ce passage-là, où ils arrivent dans le couloir, et là, en fait, non, ils nous surprennent. Ils le font pas tout de suite, ils ont fait quelque chose. Je ne vais pas forcément spoiler tout, mais ils ont su nous surprendre par rapport à ça, ouais. Même dans les remakes, donc c'est assez marrant comme ils jouent avec nous, quoi, on va dire. C'est sûr. Et du coup, on a cette situation où on commence à prendre en assurance, notre personnage prend en assurance, Mmh. et au niveau du game design, on se retrouve avec un choix à faire. C'est-à-dire que soit
On continue d'essayer de faire peur. Et là, parmi les options qu'on a, il y a la surenchère, toujours plus de gore, toujours plus dangereux. Et on se retrouve avec des situations un petit peu comme dans les Devil May Cry, où au fur et à mesure que Dante se promène dans les environnements et avance dans le jeu, on est dans des environnements de plus en plus organiques, de plus en plus répugnants, où les démons sont de plus en plus grotesques. Et il y a vraiment ce côté surenchère pour essayer de toujours mettre le jeu au niveau du joueur. Et il y a la voie que choisit Resident Evil, assez clairement, qui est d'abandonner et d'arrêter d'essayer de faire peur, puisque manifestement, le personnage est trop balèze pour continuer d'avoir peur, et la personne qui joue est elle-même beaucoup trop agile de ses petits doigts sur la manette pour continuer d'être impressionnée par un simple angle de caméra. Et on laisse tomber en opérant un changement de ton qui est raccord avec ce qui se passe dans le jeu. Au moment où on arrive dans le laboratoire, ça y est, on est vraiment en mesure de faire face aux défis qui arrivent, et le but, ça va être surtout de botter le cul des méchants, et pour ça, on n'a plus besoin d'avoir peur, on n'a plus besoin de redouter ce qui est au coin de la rue. Tu voulais dire? Ah ouais, je trouve quand même qu'il y a des surprises dans le labo, hein. On rencontre quand même des nouveaux zombies. Je pense là, j'ai un souvenir vif qui me revient en tête là du 4 avec les, tu sais là les, alors j'ai plus les noms, mais les monstres un peu à pointe là sur lesquels on Les doit viser. régénérateurs. Alors non, c'est pas. Alors il y a les régénérateurs, mais ceux-là n'ont pas, il me semble, de pointe. C'est vraiment ceux où on doit, tu sais, viser avec la visée thermique sur certains En points. fait, Alors peut-être que il y en a à pointe et il y en a pas à pointe, mais c'est la ah même ouais. bestiole. C'est la même. Bon, en tout cas, là, j'ai vraiment eu très peur. Et pourtant, c'était, comme tu disais, sur les 3/4 du jeu, dans le labo, on est bien équipé, on est bien. Et en fait, là, non, on doit prendre son courage à deux mains, être précis dans sa visée, sans être trop loin, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué. Donc, là, c'est vraiment c'est un jeu d'agilité, de rapidité, on va dire, de tir. Euh, et on n'est pas fiers en général. Enfin, moi, j'étais pas fière. Je parle pour moi, en tout cas. Alors, c'est vrai que dans Resident Evil 4, quand au détour d'un couloir, on entend C'est ça. en C'est général, ça. c'est une mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, et beaucoup d'autres aspects, Resident Evil 4, c'est un peu un contre-pied de la formule qu'on a dite là, puisque Mm. le jeu fait pas ultra peur jusqu'à ce qu'on ait ces zombies-là en particulier qui sont vraiment la première fois que moi j'ai eu vraiment peur en jouant à Resident Evil 4. Il y a eu des fois où c'était tendu parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis et je savais pas si j'allais réussir à tous les vaincre sans que ni moi, ni Léon, ni Ashley ne faillissent. Mais je me disais pas oh non, non, je veux pas y aller avant d'entendre ces sifflements et ces zombies à la démarche bizarre. Et d'ailleurs, dans Resident Evil 4, il se passe aussi quelque chose, c'est que c'est le retour de Léon. Mm. Et Léon, dans Resident Evil 2, c'est un bleu, c'est son premier Plus jour bleu de que le ciel. service et il se retrouve plus bleu que le ciel, exactement. Et plutôt que de faire des contrôles aux faciès et de mettre des gens en prison violemment parce qu'ils avaient 3 graines d'herbe sur eux, il va faire du travail utile à la société en se débarrassant des zombies. Et c'est dans le 4, c'est devenu un agent spécial complètement inimpressionnable qui lâche des répliques de films d'action des années 80 alors qu'il vient de se faire attaquer comme c'est pas permis. Je pense à la séquence dans le village où tout le village lui saute dessus, la cloche sonne, les Ah oui. méchants s'en vont et il demande Where's everyone going? Bingo? Exact. Et donc, Ouais. dans les épisodes 4, 5 et 6, en fait, on a les personnages qui reviennent, ce qui était moins fréquent et avec des twists dans les épisodes 1, 2, 3, et même dans Code Veronica, qui devrait être le vrai Resident Evil 4, mais Sony a fait son petit caprice pour que ce soit l'épisode exclusif PlayStation qui ait l'étiquette Resident Evil 3. Et Au grand regret, oui, moi aussi, oui. du coup, voilà, c'est le jeu de scoring de 5 heures qui est le 3 et c'est le jeu structuré comme un Resident Evil classique avec des odes aux épisodes précédents qui est le spin-off, mais bon, c'est la vie quoi.
Et voilà, dans les 4, 5, 6, on a vraiment cette transformation des personnages en héros de films d'action. On a Mmh. Léon et ses One-liners. On a Chris qui devient une espèce de montagne de muscles qui est capable de pulvériser des rochers en tapant dessus à main nue. Oui, je vois de quel moment tu parles. On a Jill Valentine qui devient quelque chose à mi-chemin entre un combattant de Dragon Ball Z et une gymnaste olympique. Et dans Resident Evil 6, c'est tellement n'importe quoi qu'on a Ouais. carrément... Mmh. T'as joué à des Devil May Cry? Non, pas du tout. Je t'entendais en parler, mais non, non, non. Eh ben, le 6, c'est très rigolo pour ça parce que c'est un petit peu le retour, enfin, c'est un petit peu le point de convergence. Devil May Cry, ça avait été conçu pour être Resident Evil 4, où D'accord. les développeurs avaient eu l'idée de prendre une direction un petit peu différente et de se baser sur un système de combat au corps à corps un petit peu technique plutôt que les contrôles très rigides qu'il y avait eu jusque-là. Et ça a complètement divergé, le délire avec les démons, avec le personnage qui est trop cool et qui a jamais peur de rien. Et ils ont décidé de faire une nouvelle licence avec ça, mais il y a quelques restes de Resident Evil dans le premier Devil May Cry, avec les angles de caméra fixes notamment, Mmh. qui sont vraiment... qui n'étaient pas obligatoires hein, quand le jeu est sorti en 2001 ou en 2002, et pourtant il l'avait fait parce que c'était un reste du projet initial. Et D'accord. Resident Evil 6, on a Léon qui fait ses petites glissades là, ses petits moments au ralenti. Il fait ses petites figures avec les pistolets pour tirer tout autour de lui. Et ça, c'est un truc que fait Dante dans Devil May Cry à partir du 3. D'accord. Il a des moments où il fait des petits tricks avec ses flingues, il jongle avec pour tirer dans toutes les directions. Et puis, on a le mec de Prison Break, là, je sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Jace non, le roux là, Jake non, ouais, Jake, c'est ça, Jake Muller, ouais, ouais. Jake, Jake qui se bat contre les zombies en faisant du kung-fu. Oui. Donc, on est quand même bien loin. Et lui, il est infecté par le virus, mais ça le rend super balèze, alors que dans Resident Evil 3, la pauvre Jill, elle est infectée par le virus et ça transforme le jeu en bombe à retardement parce que tu sais pas si elle va s'en sortir sans devenir un zombie. Donc, on a un changement de ton qui s'est opéré à la fois à l'intérieur du jeu et à l'intérieur de la saga. Et finalement, Resident Evil Mmh. 6, c'est l'aboutissement logique de toute la, de toute la progression qu'il y a du cycle de vulnérabilité héros de film d'action. Mmh. Euh, et la saga avait déjà un petit peu joué avec, avec ces codes-là en changeant régulièrement de personnage ou en les mettant dans des situations difficiles. Euh, Quand l'équipe du Stars finit Resident Evil 1, ils sont rodés. Donc dans le 2, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met la petite sœur de Chris et un bleu de la police. Et tout à coup, eh ben, c'est de nouveau des gens très impressionnés par les zombies. Dans Resident Evil 3, on met Jill dans une situation, comme je l'ai dit, de bombe à retardement. Et du coup, elle doit à la fois enquêter, échapper à Nemesis qui la poursuit et ne pas devenir un zombie. Donc ça fait beaucoup de charge mentale pour cette pauvre femme. Et une fois que tout ce roster est devenu suffisamment balèze, et ben qu'est-ce qu'on fait? On change la formule du Mmh. jeu, on fait moins peur, on est plus basé sur l'action, et donc il y a cette construction du changement et un aboutissement logique. Et du coup, pour moi, Resident Evil 6, c'est pas enfin, c'est un ratage commercial, et c'est sûr que si on avait envie de jouer à Resident Evil, c'est un petit peu déconcertant pour le dire gentiment, de se retrouver face à ce jeu d'action con comme un balai et où il y a des explosions partout. Chris a des biscottos encore plus gros et ça devient n'importe quoi. Et plein de QTE. Mais, ça, c'est l'époque. C'est l'époque, il y C'est en a aussi l'époque, plein dans le mais 4. c'est Il y en c'est a vrai, aussi plein dans le effectivement. 4. Oh, il y en a beaucoup dans le 6 quand même. Je trouvais que c'était très, très marqué, dans le 6, hein. C'est très, Ouais, très mais ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, les QTE, ça participe de ça parce que avec des QTE, on peut donc QTE, Quick Timer Event, hein, pour les plus chanceux d'entre vous, c'est des actions contextuelles chronométrées où il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment pour que votre héros ne se fasse pas, en l'occurrence ici, dévoré par les zombies. Et le principe, c'est que grâce à ce système d'action contextuelle chronométrée,
on peut faire des scènes qui sont à la fois interactives, pas très interactives, mais interactives quand même, et beaucoup plus spectaculaires que les contraintes du système de jeu permettent normalement. Je dis pas que c'est un système réussi, je dis pas que c'est un système qui a marché, je dis pas que c'est un bon système et que c'est du bon game design, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Mmh. Et donc, ouais, pour moi, Resident Evil 6, c'est vraiment l'aboutissement de la logique qui se développe dans les jeux et dans la saga au fur et à mesure. À tel point que, ben, quand le jeu est sorti, je pense que c'est pas seulement à cause de son échec commercial, malgré le fait que moi je me suis bien amusé en y jouant et que je pense que si on part du Ouais. principe que c'est finalement plus un Devil May Cry sans épée qu'un Resident Evil, euh, je pense que il n'y a pas que l'échec commercial et critique du jeu qui a participé au fait qu'on a mis très longtemps à avoir à nouveau un Resident Evil 7. C'est aussi parce que on était arrivé au bout du cycle. On était arrivé au bout de la logique de transformation des héros en héros de films Mmh. d'action complètement insensibles et super stylés. On était arrivé au bout de la logique de Umbrella et ses petits zombies et des Ganados. Et c'est pour ça qu'il a fallu repartir de zéro avec le 7 et le 8, qui d'ailleurs marquent leur différence avec le nouvel angle de vue, où on joue finalement une nouvelle manière de jouer. On n'est plus en contrôle à vue fixe où il faut appuyer sur O, quelle que soit quelle que soit la direction que regarde le personnage pour avancer. On n'est plus dans le contrôle caméra à l'épaule comme dans le 4 et dans les remakes. On est sur un nouveau système de contrôle. Et arrête-moi si je me trompe, mais on joue des nouveaux personnages qui n'ont rien à voir avec les personnages d'origine, au moins au début. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est autre, c'est tout autre. C'est tout autre. Mmh. Et même sans vouloir spoiler trop, j'ai cru comprendre que dans Resident Evil 8, c'était même pas exactement des zombies qu'on combattait, mais chut, Ah, laissons les gens je découvrir. voilà. Non, mais alors, je Euh, pense je pense à bon, si je puis me permettre Vas-y, quelque vas-y. chose, c'est vrai qu'on bon, à partir du 4, je suis d'accord, on est voilà, on est rodé, Léon, est, boosté à bloc, il est prêt à tout, il ne hausse pas une seule fois les sourcils, mais on a quand même des zombies qui, je trouve, sont de plus en plus, si je peux dire ça comme ça, intelligents, quoi, enfin, un peu plus agiles que dans le 1 ou le 2 où ils sont quand même vivaces, mais pas non plus, voilà, ils sont assez, linéaires, on va dire. Et dans le 6 notamment, j'ai souvenir vraiment qu'ils sont, voilà, ils savent se servir d'armes. Dans le 5 aussi, ils savent se servir d'armes. Bon, c'est vrai que c'est différent. C'est l'histoire du parasite aussi qui change un petit peu la donne. Mais je les trouve quand même. Ouais, bon, on est rodé, mais on est surpris aussi par ces zombies, je trouve, hein. Ils sont pas aussi classiques, quoi, que dans le 1, voilà, où c'est vraiment, ou le 2, où les zombies sont assez bêtes et méchants. Enfin, je veux dire, sauf respect pour eux, hein, mais je trouve qu'on n'a pas cette même formule non plus. Mais ça reste quand même évidemment moins stressant. On est paré, quoi. Ouais, on est paré. Et le gameplay est à la hauteur de ces nouveaux zombies aussi, puisque on peut leur faire des German suplex, on Oui, peut avoir de la visée libre pour pour faire exploser plusieurs têtes en même temps avec un coup de fusil à pompe. Donc on est. finalement, en fait, je me dis même pour ces épisodes-là, finalement, quel est l'intérêt qu'ils soient zombies? Enfin, à part le côté esthétique, finalement, ils maîtrisent des armes, ils nous attaquent. Bon, ben voilà. Enfin, c'est Ah plus ouais, la même c'est. dimension horrifique, en fait, je trouve, hein. Mais Ah bon, bah, et tout à fait. Et d'ailleurs, ce ne sont pas exactement des zombies parce que les oui, Ganados, donc les humains infectés par le parasite et contrôlés par l'esprit collectif des parasites, n'ont pas leur chair qui se décompose et c'est ça. gardent une partie de leur faculté d'avant la domination par le parasite. Ils ont le teint un petit peu gris, mais on va dire effectivement, ouais, ce sont pas des zombies classiques, effectivement. Non, vraiment pas. Est-ce qu'il y a un labo rigolo à la fin de Resident Evil 8? Alors, je ne sais pas, j'ai pas joué au 8, hein, mais j'ai joué au 7. Et est-ce qu'il y a un Jusqu'au labo 7. rigolo à la fin du 7? Alors, figure-toi que On m'a parlé d'un bateau c'est rigolo. ouais, c'est exactement. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, écoute, je me souviens plus vraiment de la fin, mais je me souviens d'un bateau. Alors, est-ce que c'est ça?
j'ai un trou, je ne sais plus s'il y a de labo dans le set, mais effectivement, je me rappelle d'un bateau rigolo. Petit clin d'œil aussi, du coup, à l'épisode, c'est dans lequel... Ah non, c'est dans Révélation, je crois, qu'on commence sur un bateau aussi, Révélation Ouais, tout 1. à fait. Passage très sympa, après, du reste, bon, c'est autre chose. Mais oui, dans le set, on est sur un bateau, on a des flashbacks, j'ai adoré le set aussi, hein. Je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté horreur avec justement l'effet bleu, hein, bon, même pas bleu, parce que finalement, j'ai oublié son nom, mais il ne fait pas partie de quoi que ce soit. C'est pas un militaire, c'est un civil, quoi, comme nous, hein. Il se retrouve dans ce pétrin à chercher sa copine. Mais ouais, on retrouve quand même, voilà, alors, je ne sais plus pour le labo, mais à la fin, on a un changement d'endroit, en tout cas. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans tous les Resident Evil. Bon, Absolument. je n'ai pas joué au 0 non plus. Donc, je ne sais pas. Dans le 0, en gros, on commence dans un train, donc on reste dans le thème des transports, et on a des espèces de larves qui inoculent le virus T, et qui semblent être contrôlées par ce que je ne peux pas désigner autrement que comme un magicien de Dragon Quest. D'accord. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. En conclusion, on dira que Resident Evil, c'est cool, et l'épisode 6, c'est pas un ratage, c'est la conclusion logique de la saga. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre beaucoup de temps et repartir de zéro en termes de gameplay et de personnages pour le 7. Merci beaucoup à toi, Émilie, pour m'avoir accompagné pour cette discussion. Ça m'a fait beaucoup plaisir de parler avec toi de Resident Evil. Eh ben, au plaisir. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir de participer à ce premier épisode aussi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux que tu veux plug ou ou un SoundCloud que tu veux que les gens écoutent? Ah, pas particulièrement, non, je suis pas très active sur les réseaux sociaux. Mais avec plaisir de vous abonner, vous qui écoutez, aux réseaux sociaux de ce podcast. Voilà, vous pouvez nous trouver sur Twitter et Instagram en cherchant Hot Takes et Slow Burn. Je tenais aussi beaucoup à remercier le réseau de podcast Studio Carton C pour nous accueillir en leur sein. Vous pourrez écouter là-bas Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Un immense merci à Paul pour s'occuper de ce podcast et faire en sorte qu'il soit audible. Un immense merci à Simon pour avoir composé la musique du générique. Et un immense merci à vous, les auditeurs, les auditrices, pour nous avoir écoutés jusque-là. Je suis Mythe et je dis au revoir tout le monde et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo.